Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Un appel à la mobilisation autour du changement climatique dans la région du Sahel. La commission climat pour une synergie des actions. Le vice-président a pris part à la rencontre tenue à New York aux États-Unis. Daniel Kablan-Duncan appelle au respect des termes de l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire, premier pays africain à adhérer au programme de renforcement des capacités de la Banque mondiale. Un protocole signé avec l'institution financière internationale. 12 jeunes professionnels seront recrutés et formés pendant 2 ans. Le Premier ministre s'est réjoui de cette opportunité offerte aux cadres ivoiriens. Et puis à Dimbokro, les jeunes prennent des initiatives. Ils ont trouvé une solution au chômage, une jeunesse qui entreprend pour se prendre en charge. Ils sont nombreux à avoir créé des activités qui leur génèrent des revenus. D'abord, ce télégramme officiel adressé à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. La commémoration de la fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel, mais très vive et chaleureuse félicitations. En ce jour de souvenir et de réjouissance nationale, je forme mes vœux ardents de santé et de bonheur pour votre majesté, de même que ceux de paix et de progrès continu pour le peuple saoudien. Je voudrais enfin vous assurer de ma disponibilité à continuer d'œuvrer de concert avec votre majesté au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bien-être de nos populations respectives. Très haute considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République. Demain s'ouvre la 74e Assemblée générale des Nations unies à New York. Hier, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part à la réunion consultative de la Commission climat pour le Sahel. Une rencontre pour mobiliser la communauté internationale autour de la problématique dans cette région. Awa Touré. Réunion consultative de la Commission climat pour la région du Sahel afin de poursuivre la mobilisation des différents acteurs pour une meilleure synergie des actions de lutte contre les changements climatiques. Il s'agissait aussi de faire le point sur les progrès réalisés dans tous les domaines du sommet climat-action des Nations unies. Dans les échanges qui ont suivi l'ouverture de cette rencontre de haut niveau, les représentants des pays du Sahel, les partenaires au développement, les bailleurs de fonds et les organisations internationales ont tous salué le leadership du président du Niger, Mahamadou Issoufou, président de la Commission climat pour le Sahel. Mahamadou Issoufou qui a appelé à un combat global contre les changements climatiques. Des changements climatiques qui, selon le président du FASO, président du G5 Sahel, Roch Marc Christian Kaboré, menacent la paix et la sécurité dans la région du Sahel. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président Alassane Ouattara à cette réunion, a invité toutes les parties à l'accord de Paris sur le climat à respecter les engagements. Nos pays ont pris l'engagement d'autofinancer 10% des montants qui ont donc été nécessaires. J'ai cru comprendre que sur la période actuelle jusqu'à 2030, c'est près de 349 milliards de dollars qui sont donc demandés et que sur le programme d'urgence, c'est, comme l'avait annoncé M. le Président Issoufou, c'est 1,3 milliard qui était demandé, mais un concours de 3,4 milliards de dollars qui ont donc été indiqués par nos partenaires. Ce qu'on pourrait proposer dans ce domaine, c'est qu'effectivement les engagements pris soient réellement tenus. Parce que souvent, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, mais sur le terrain, la réalité n'est pas à la hauteur des intentions donc indiquées. C'est en novembre 2016, en marge de la COP22 au Maroc, que les dirigeants africains ont décidé, lors d'un sommet dit de l'action en faveur d'une co-émergence du continent, de la création de commissions climat africaines. Ils exprimaient ainsi leur volonté de définir ensemble un mécanisme concret pour une meilleure mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat.
Ici en Côte d'Ivoire, 2 institutions pour une meilleure collaboration. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance chez le président de l'Assemblée nationale, Ngolo Coulibaly et Amadou Soumaoro, ensemble dans la lutte contre la corruption. Les 2 personnalités ont parlé du renforcement de la lutte. Ils ont pris l'engagement aujourd'hui au cours de la rencontre tenue au plateau. Des détails avec Konaté Moussa. Dans sa stratégie de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance sollicite l'appui de toutes les institutions. Reçu ce jour par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est venu réaffirmer l'intérêt de la collaboration entre leurs 2 institutions pour un combat efficace contre le phénomène de la corruption. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a créé un organisme chargé de l'aider dans la gestion de ce problème tel que l'a prévu les Nations Unies. Nous ne pouvons pas gérer ce problème tout seul. Nous avons besoin de la contribution de toutes les entités de Côte d'Ivoire et nous étions venus voir avec le président de l'Assemblée nationale qui a aussi des prérogatives dans ce domaine pour que nous échangions et que nous voyions surtout à quel moment est-ce que nous pouvons de temps en temps nous retrouver pour nous assurer que nous avançons dans le même sens, dans la même direction. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été créée en 2013. Elle assure le rôle de moralisateur de la vie publique. Ngolo Coulibaly en est le président depuis 2017. On parle de l'autre chambre du Parlement, le Sénat, qui adopte son agenda de travail. Les sénateurs étaient réunis pour se pencher sur l'ordre du jour des travaux de l'institution. C'était au siège à Yamoussoukro les mois de septembre et octobre consacrés à l'examen de plusieurs projets de loi. Kwadio Kwame. Présidé par Mme Sarah Sako Fadiga, première vice-présidente du Sénat. 80 sénateurs sur 99 ont répondu présent à cette session portant proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat. Les sénateurs ont adopté à l'unanimité la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat de septembre à octobre 2019. L'approbation de l'ordre du jour est acquise. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs. Après l'adoption par les présidents de commission, cette adoption permet l'examen de plusieurs projets de loi à partir du 30 septembre 2019. Avant de lever la séance, je voudrais, au nom du président du Sénat et conformément à l'article 49, alinéa 5 du règlement, porter à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que la prochaine séance plénière aura lieu le vendredi 11 octobre 2019, à partir de 10h, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Elle aura pour ordre du jour l'examen du projet de loi. L'ouverture de la session ordinaire est intervenue le 11 avril 2019, clôture de la session le 18 décembre 2019. Et aujourd'hui, 23 septembre 2019, la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale signent une convention. C'était ce matin à la primature. Elle marque l'adhésion du pays à un projet de renforcement des capacités des cadres du secteur public. C'est un programme d'excellence. Au moins 12 professionnels seront recrutés et formés par l'institution. Des détails avec Herman Guivé. En visite de travail en Côte d'Ivoire, depuis vendredi dernier, le vice-président de la Banque mondiale, chargé des ressources humaines, Ousmane Diagana, reçu ce lundi par le Premier ministre Amadou Coulibaly. Une audience marquée par la signature d'une convention portant sur le programme de renforcement des capacités des jeunes et cadres du secteur public. Il y a 2 fenêtres de recrutement. Il y a les jeunes professionnels qui sont des diplômés sortis de l'université avec un master, avec 2 ans, 3 ans d'expérience. La façon dont nous évaluons l'expérience, ça prend en compte même les stages que vous faites entre votre diplôme de licence ou de maîtrise, par exemple. Ce n'est pas véritablement nécessairement sortir de l'université et avoir un travail continu sur 3 ans. Et le deuxième guichet, c'est des fonctionnaires ou des acteurs, des opérateurs déjà dans le secteur privé qui travaillent déjà pour une certaine période et qui vont véritablement être retenus.
Que renferme ce programme? Mieux, en quoi consiste-t-il? Pour le recrutement de futurs cadres et de managers au niveau de la Banque mondiale. Ça donne la possibilité à ces jeunes de retourner dans leur pays à un moment donné pour participer à la conception des politiques publiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation. Pour un poste donné, c'est lui qui va être le meilleur pour être retenu. Sur un montant de 1 milliard, nous pensons que ça pourrait nous amener à terme à recruter au moins 12 professionnels pour la Côte d'Ivoire. Par cet acte de signature, l'État de Côte d'Ivoire devient le premier pays africain signataire et bénéficiaire de ce programme. Avoir la possibilité pour des Ivoiriens, des jeunes, d'aller au niveau de la Banque mondiale pendant 2 ou 3 ans, être formés dans l'une des plus prestigieuses institutions de ce monde et avoir la possibilité soit d'y rester, donc pour certains, ou de revenir après ces 2 ou 3 années en Côte d'Ivoire pour servir dans l'administration ivoirienne. Nous avons considéré que ces compétences-là étaient utiles dans le processus d'émergence de notre pays. Cela est donc le témoignage de ce que la Côte d'Ivoire apporte un soutien très fort à la question de l'excellence. Et le programme de la banque tel que vient d'être exposé et auquel nous venons d'adhérer est un programme qui est dans cette vision d'excellence au niveau de notre pays. Donc moi je me réjouis en tout cas que notre pays soit le pays africain le premier qui ait décidé d'adhérer et que cela puisse faire tache d'huile au niveau du continent. Ce programme s'étend sur 2 ans avec possibilité de le proroger de 2 années supplémentaires, mais cette fois avec le financement pris entièrement en charge par la Banque mondiale, à condition que les unités de la Banque mondiale qui emploieront ces jeunes et cadres africains soient satisfaits de leur rendement. Un programme de renforcement des capacités initié par la Banque mondiale. De son côté, la Corée apporte son appui au secteur de l'enseignement technique. 270 millions de francs CFA dedans. Ce montant permettra d'assurer une meilleure formation des élèves dans ce segment de l'éducation. Cela s'inscrit également dans le cadre du projet d'appui aux établissements du secteur. Les explications de Sephora Zegui. 250 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Des jeunes qui n'ont pas toujours accès à un emploi. En cause, inadéquation formation-emploi. Pour y remédier, la Banque africaine de développement vient d'obtenir un don de plus de 270 millions de francs CFA du Fonds fiduciaire de la République de Corée. La Corée n'est pas un pays riche en ressources naturelles. La seule ressource à sa disposition était le capital humain. Le développement et la promotion des techniques était le seul moyen pour le développement du pays. Si nous prenons ensemble le chemin vers le renforcement de la capacité de la promotion professionnelle et technique, nous pourrions arriver sans doute à atteindre nos objectifs. Le projet permettra d'apporter un appui à 3 niveaux. Pour nous, il est important d'avoir effectivement une étude diagnostique détaillée sur la qualité et la pertinence de l'offre privée de formation technique et professionnelle, donc un état des lieux. Il est également important d'élaborer un plan stratégique et opérationnel budgétisé pour le développement d'une offre privée pertinente et de qualité. Il est très important également de renforcer les capacités de pilotage du dispositif privé de formation technique et professionnelle. D'énormes insuffisances et dysfonctionnements existent dans les établissements privés selon un rapport d'État sur le système éducatif national. Pour le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ce pôle d'enseignement est une alternative au chômage des jeunes. Mes remerciements vont à la République de Corée qui, par l'intermédiaire du fonds fiduciaire KOAFEC, nous octroie cette étude d'une importance stratégique pour le gouvernement ivoirien qui a inscrit la réduction du chômage et la transformation structurelle de l'économie parmi ses grandes priorités. Ce don servira à réformer les établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle privés et améliorer l'employabilité des jeunes.
Justement, la question de l'emploi, on en parle dans la région du Unzi. À Dimbokro, les jeunes ont trouvé une réponse à la problématique du chômage. Ils ont décidé tout simplement d'entreprendre. Ils prennent des initiatives à côté de celles des pouvoirs publics. Ils ont créé des petites entreprises. Vous allez le voir avec Jean-Luc Bambo. L'entrepreneuriat a contré le chômage dans la localité. Dimbokro, capitale de la région d'Unzi. Depuis la fermeture de l'usine Itexi, le problème du chômage se pose avec acuité dans la ville. L'initiative privée, comme bouée de sauvetage, Bernadette Ansa Kwadio l'a bien compris et s'est engagée sur cette voie. L'Itexi est fermé. C'est comme ça, d'autres femmes comme elle aussi pouvaient faire plusieurs embaucher, au moins plusieurs personnes. Ça diminue aussi le chômage. Dans cet atelier qu'elle a ouvert en 2008, elle emploie 2 personnes et forme des dizaines d'apprentis. Travailler seul, c'est un peu lent. Donc j'ai pensé à prendre d'autres jeunes. Dans tous, ça va, ils ont au moins des activités et puis on s'en sort plus rapidement. Bernadette a d'autres affaires dans la ville, comme cette mercerie où elle emploie également 2 personnes. J'étais au village, c'est en 2015 que j'ai arrivé ici. C'est pas forcément dans l'usine, on peut avoir l'argent. Bon, il y a une mercerie aussi. Elle-même, styliste et couturière de formation, Bernadette n'a pas hésité à explorer de nouveaux secteurs. Grâce à ce lavage qu'elle a ouvert en 2016, elle a fait changer de vie à Arnold, qui s'adonnait à l'orpaillage clandestin. J'étais à la maison, je ne faisais rien. Ma gosse est partie voir ma patronne. Il m'avait causé, il voyait qu'il n'y avait rien dedans. Elle a vu ma patronne, que je travaillais avec elle d'abord. Ici, ce sont 4 personnes qui sont employées à plein temps. Grâce à ce travail, aujourd'hui je me débrouille. Donc je bénis le nom du Seigneur pour eux aussi, que Dieu les soutienne. Même si elle aspire à plus grand, Bernadette emploie pour le moment 8 jeunes. Un début, une contribution à la lutte contre le chômage dans la ville. Pour y arriver de façon durable, Bernadette demande de croire en l'investissement local. Tout ne se trouve pas à Abidjan. À des mots qu'on peut bien faire, que les gens nous fassent confiance, nous donnent la force d'y rester, de ne pas regarder Abidjan. Les initiatives privées comme celle de Bernadette sont de plus en plus nombreuses à Dimbokro. Celles-ci réclament néanmoins un meilleur accès au marché public afin de contrer plus efficacement la montée du chômage dans le Nzi. Et dans la région de la Bagoué, c'est plutôt la chute du chômage. 562 jeunes formés et insérés dans le tissu professionnel. C'est la première phase du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Ils sont issus de divers domaines. Ils ont reçu samedi à Bundiali leur attestation de fin des formations et leur kit d'installation. Plus de 700 millions de francs CFA seront investis dans la région, annonce le ministre en charge de l'Emploi Jeunes. On fait le point avec Ami Sissoko. Aujourd'hui, Nyama peut aisément pédaler la machine à coudre et montrer fièrement ses réalisations. C'est en partie grâce au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PJDEC à Bundiali. En 6 mois, elle a été formée en même temps que 561 autres jeunes de la région de la Bagoué. Elle vient de recevoir son attestation de fin de formation. Je n'ai pas eu l'honneur d'aller à l'école parce que mes parents n'avaient pas les possibilités. Mais grâce à PGDS aujourd'hui, j'ai une machine, j'ai un diplôme. Au total, ce sont 562 jeunes qui ont été formés dans le cadre du PGDEC. 144 en activités génératrices de revenus, 200 en associations villageoises d'épargne et crédit, 150 en travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 44 en apprentissage en milieu rural et 24 en micro et petites entreprises. Tous ont été dotés de kits d'installation. Le PGDEC est financé par l'État de Côte d'Ivoire à plus de 700 millions de francs CFA dans la Bagoué avec l'appui de la Banque mondiale. Il est mis en œuvre par le Conseil régional. À terme, ce sont 830 jeunes de la Bagoué qui en bénéficieront. Ce qui nous réunit ce jour, c'est la recherche de solutions à la précarité de l'existence de notre jeunesse. Nous continuerons à œuvrer pour traiter avec diligence la question de l'employabilité des jeunes. Parrain de cette cérémonie, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, invite la jeunesse à un changement de mentalité. Il faut que vous appreniez à aimer, à travailler. Arrêtez d'écouter ceux qui ont tendance à vouloir vous décourager. Ceux qui ne testent jamais le dispositif
et qui viennent vous dire non, c'est même pas la peine d'aller vous fatiguer parce que c'est des jeux qui sont déjà biaisés. Venez constater vous-même, venez faire votre propre expérience. Le ministre Mamadou Touré annonce que 443 jeunes de la région de la Bagoué bénéficieront dès le mois de novembre de financement de projets d'un montant de 227 millions de francs CFA dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes. Et le ministre de la fonction publique agit pour les usagers. Issa Coulibaly annonce les grands chantiers en cours. Le numérique prend une place importante. Il était l'invité des rédactions de Fraternité Matin. Il lance la tolérance zéro contre la fraude dans les concours d'accès à l'administration ivoirienne. Grâce Kando. Le ministre de la fonction publique dans les locaux du quotidien Fraternité Matin. 8e invité des rédactions dans le cadre du programme social du gouvernement. Le premier responsable de la fonction publique a fait un large tour d'horizon des grands chantiers entamés par son département au plan structurel et organisationnel. Nous avons procédé à la déconcentration des services par la création de 33 directions régionales sur toute l'étendue du territoire national, par la construction de nouveaux bâtiments et la réhabilitation de ceux existants, ainsi que leur équipement en matériel roulant, équipement de bureau et en matériel informatique, pour un investissement global de 3 milliards de francs CFA. Cette action, qui devrait prendre fin en 2022, a déjà permis de rapprocher l'administration publique des usagers et d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et des agents de l'État. À cette initiative s'ajoute aussi le recrutement de 131 755 personnes qui ont bénéficié de la politique d'emploi et de promotion initiée par le gouvernement. Des programmes de formation et de renforcement de capacités financés par le gouvernement à hauteur de 3 700 milliards de nos francs sont exécutés au profit des fonctionnaires. Le gouvernement a même autorisé, pour la période 2017-2019, le déploiement d'un vaste programme de formation en management des administrations publiques pour les cadres de l'administration publique ivoirienne. Au cours des échanges qui ont duré plus de 2 heures, la question de l'organisation des concours de la fonction publique a été aussi évoquée. Selon le ministre Issa Coulibaly, l'intégration du numérique a permis de réduire la fraude. Mais le ministre met tout de même en garde. À ce sujet, je voudrais indiquer que tous ceux qui seront pris en flagrant délit de fraude dans les concours de la fonction publique seront sanctionnés. C'est l'occasion d'insister auprès des candidats pour les compositions qui vont démarrer dans quelques semaines que le meilleur réseau pour être admis reste le travail et une bonne préparation. J'invite les parents et les candidats à se détourner de tous les vendeurs d'illusions qui ne font que s'enrichir à leur détriment. Le renforcement de la moralisation de l'administration publique, la mise en œuvre de nouveaux mécanismes de performance de l'administration font partie, entre autres, des perspectives du ministère de la fonction publique. Et dans ces perspectives, le CRADAT veut jouer pleinement son rôle, la formation. À Yaoundé, au Cameroun, il s'est tenu la 42e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain du Conseil de l'administration du travail. La rencontre soldée par l'élection du Cameroun à la tête de l'institution. Abinan Pascal a donc passé la main au ministre camerounais du Travail, Mamadou Kwasi. Le ministre Pascal Kokou Abidan, président du conseil d'administration sortant du CRADAT, passe la main au ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouana. Une passation qui intervient après 2 années de présidence pour le compte de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale a fait le point de sa gestion lors de son mandat. Un bilan jugé satisfaisant par ses pairs, au vu des actions menées, au nombre desquelles un nouveau statut pour le CRADAT et une réforme du contenu de formation. 5 cours de formation pratique et spécialisés des inspecteurs de travail dispensés au CRADAT dans les domaines de spécialisation suivantes: santé et sécurité au travail, économie informelle et statistique du travail et de l'inspection du travail. La digitalisation de l'inspection du travail ainsi que la migration du travail seront dispensés en 2020
dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail. Ces dernières années, malgré les difficultés rencontrées, le CRADAT, Centre régional africain de l'administration du travail, enregistre un nombre croissant d'étudiants issus des 18 pays membres. Le nouveau président du conseil d'administration entend poursuivre sur cette lancée afin de donner une nouvelle identité à l'institution de formation. Le plus grand défi pour nous va être de redonner la place d'excellence du CRADAT, et tous mes prédécesseurs ont apporté un plus. Maintenant, il faudra que nous allions plus loin. D'abord, pour que tous les pays envoient davantage de stagiaires et d'étudiants pour être formés. Ensuite, que les produits du CRADAT soient véritablement utiles à l'Afrique. Une visite des locaux du centre de formation a permis aux membres du conseil d'administration de toucher du doigt les difficultés auxquelles étudiants et personnels d'encadrement sont confrontés au quotidien. Des difficultés qui trouveront des solutions dans les mois à venir avec des investissements, ont promis les membres du conseil d'administration du CRADAT. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire avance. C'est le 3e passage du pays à l'examen périodique universel. Le rapport final adopté à Genève en Suisse, le pays enregistre un point dans les recommandations. Envoyé spécial Éric Goré. Le 3e passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel. Un succès pour la délégation ivoirienne présente à Genève. Le rapport final a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée. Attachée à la promotion du genre, la Côte d'Ivoire a présenté 4 personnalités à la table de séance composée de 2 femmes et 2 hommes. Après la lecture du rapport par la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, sur les recommandations acceptées et les recommandations rejetées par la Côte d'Ivoire, les pays participants ont salué l'engagement du président Alassane Ouattara pour le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a beaucoup fait des efforts depuis 2011 en ce qui concerne la situation des droits de l'homme. Vous avez écouté les États qui ont même fait l'état des lieux en parlant des efforts qui ont été faits au niveau de la représentation des femmes, au niveau des tests de loi en ce qui concerne le code pénal, le code de procédure, au niveau même de la traite des enfants. C'est-à-dire que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il y a eu des efforts, il y a eu un progrès et même le leadership de notre président a été reconnu à la matière. Au total, ce sont 247 recommandations faites à la Côte d'Ivoire au lieu de 248 au départ. Ici en Côte d'Ivoire, les droits des enfants respectés, la première dame engagée en faveur de leur épanouissement, la commune d'Abobo a accueilli la finale de la 12e édition d'un tournoi de football, une compétition pour les enfants dotés de la Coupe Dominique Ouattara, une rencontre sportive qui vise à les occuper sainement. Abou Sanogo. Commune d'Abobo, quartier Akekwa. Terrain AS Pouchkina pour la finale de la 12e édition du tournoi de football pour enfants doté du trophée Dominique Ouattara. Les tout-petits ont fait montre de leur talent en présence des autorités de la commune d'Abobo et des représentants de la fondation Children of Africa. Un tournoi qui permet non seulement de tenir les enfants loin de l'oisiveté, mais de développer des valeurs telles que la discipline et l'esprit d'équipe. Pour cette finale, qui a mis aux prises les 2 meilleures équipes du tournoi, le public a effectué le déplacement pour saluer les actions de bienfaisance de la première dame Dominique Ouattara à l'endroit des enfants. Au final, c'est l'équipe de FC Partage qui a étrié l'équipe Unité Nationale sur le score fleuve de 5-0, s'adjugeant ainsi, sans surprise, Dame Coupe Dominique Ouattara. Nous voudrons traduire toute notre reconnaissance à la première dame, Maman Dominique Ouattara, pour tout ce qu'elle fait pour l'épanouissement de la jeunesse, pour nos enfants en Côte d'Ivoire et en Afrique. Madame a eu cette excellente idée d'organiser cette coupe à travers tout le pays et les enfants, donc pendant 2 mois, ont fait des tournois. Des trophées et des cadeaux en nature, composés de jeux de maillots et de ballons, ont été offerts à l'ensemble des finalistes, aux meilleurs buteurs et aux meilleurs gardiens de but. Ce sont plusieurs centaines d'enfants de 55 communes de la Côte d'Ivoire qui ont participé à la 12e édition de la Coupe Dominique Ouattara.
Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières n'est pas d'accord. MSF demande la création d'un comité indépendant pour coordonner la vaccination contre le virus Ebola. L'ONG dénonce l'opacité de la gestion des stocks de vaccins par l'Organisation mondiale de la santé. Elle dit avoir noté que le taux de mortalité est toujours très élevé. Une interpellation alors que les autorités congolaises s'apprêtent à recourir à un second vaccin dans la riposte à Ebola. Cette deuxième phase de vaccin sera administrée à des populations à risque ciblées dans des régions de la RDC où il n'y a pas de transmission active du virus. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Bonsoir.